Et si au fond, nos sociétés n'étaient que des copies conformes de ce qui se passe au niveau biologique le plus élémentaire? C'est une idée assez folle et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. L'idée de base, elle est vraiment audacieuse. Pensez-y une seconde. Une civilisation, c'est comme une immense cellule vivante, une cellule qui lutte pour sa survie. C'est cette perspective qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour comprendre tout ça, il y a un mot un peu barbare à connaître, la négantropie. Mais pas de panique, l'idée est super simple. En gros, l'univers adore le bazar, le désordre, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Eh bien, la vie, et donc une civilisation, c'est tout le contraire. C'est une petite bulle d'ordre dans ce grand chaos. Pour y arriver, elle a besoin d'énergie et d'informations pour se construire, et surtout pour ne pas s'effondrer. Bon, alors pour que ce soit bien concret, on va filer la métaphore. Si notre société est une cellule, qui fait quoi à l'intérieur? Qui joue le rôle des différents composants? C'est parti. Ok, premier exemple. Dans une cellule, il y a les ribosomes. Ce sont des petites usines qui prennent le code génétique et le transforment en action, en protéines. L'analogie pour la société, ce serait qui? Eh bien, les prêtres et les politiciens. Ils prennent notre code à nous, nos lois, nos traditions, nos valeurs, et ils le transforment en actions concrètes, en comportements qui structurent la vie de tout le monde. Voilà, cette phrase résume tout. Ce sont des catalyseurs. Ils transforment des idées abstraites en quelque chose de réel, de visible dans notre vie de tous les jours. Maintenant, qui s'occupe de gérer ce fameux code source? D'un côté, on a les archivistes. Eux, c'est un peu comme l'ARN polymérase. Leur boulot, c'est de lire l'info et de la faire circuler. Et de l'autre, les ingénieurs. Eux, ce sont les bâtisseurs, l'ADN polymérase en quelque sorte. Ils prennent cette info et construisent du solide, du durable. Ça peut être un pont, mais aussi une institution. Ok, mais une société, ça ne fait pas que se maintenir, ça évolue aussi. Comment? Grâce aux innovateurs. Et là, l'analogie est géniale. La rétrotranscriptase, c'est l'outil qu'utilisent les virus pour injecter leur propre code dans une cellule. Eh bien, les scientifiques, les artistes, les penseurs, ils font un peu pareil. Ils injectent des idées nouvelles dans notre mémoire collective et ça force la société à changer, à s'adapter. Bien sûr, cette mémoire collective, elle n'est pas parfaite, elle peut avoir des bugs, des erreurs. C'est là que l'équipe de maintenance entre en jeu, les historiens et les philosophes. Leur rôle, c'est un peu de faire la réparation de l'ADN de notre culture, corriger les erreurs d'interprétation, donner du sens au passé, bref, s'assurer que tout reste cohérent. Et voilà le tableau complet. Ça résume bien tout cet écosystème. On voit bien comment tous ces rôles, du politicien à l'historien, collaborent, un peu comme dans une cellule, pour gérer le flux d'informations qui fait tenir toute la société. Bon, ce modèle est super intéressant. Mais il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Si aujourd'hui on a une cellule super complexe, comment est-ce que ça a commencé? Comment on est passé de rien à ça? Pour trouver la réponse, il faut faire un sacré bond en arrière. On va retourner à l'époque de ce qu'on pourrait appeler la soupe primordiale de la société. Et là, l'analogie va encore plus loin. Avant les cellules, la vie c'était quoi? Peut-être des ribosymes, des trucs tout simples, des bouts d'ARN, qui pouvaient à la fois stocker de l'info et agir. Alors imaginons les tout premiers humains comme ça. Pas des cellules complexes, mais juste des ribosymes individuels, flottant dans un grand bain social où tout était encore à inventer. Mais ces ribosymes humains ne sont pas restés seuls dans leur coin. Ils ont commencé à former ce qu'on appelle un hypercycle. C'est un concept qui vient de la biologie et c'est l'idée d'un réseau où tout le monde s'entraide pour se copier. Pour nous, ça veut dire quoi? Un individu trouve une astuce pour chasser, un autre l'améliore, un troisième l'enseigne, ils se catalysent les uns les autres. Et c'est cette boucle qui a fait naître la culture, une sorte de conscience collective primitive. Alors, comment on passe de ce petit réseau tout simple aux premières vraies structures d'une société? Quels ont été les premiers outils? Il y a eu 2 inventions majeures, et le parallèle avec la bio est encore une fois frappant. D'abord, l'équivalent des peptides, qui servent à stabiliser les réactions chimiques. Pour nous, ça a été le langage, les rituels, la colle qui a soudé le groupe. Et ensuite, la compartimentation, comme la membrane d'une cellule. Pour nous, ça a été l'invention de l'abri, la maison, qui a protégé le groupe et a permis de concentrer les interactions. Et là, on voit le processus se dessiner. On part d'un groupe un peu éparpillé, le langage arrive et crée du lien, l'abri arrive et crée un dedans et un dehors, un lieu sûr. Et voilà, la première proto-société, la première cellule sociale organisée, est née. Ce tableau, il met tout ça noir sur blanc. Le parallèle entre l'origine de la vie et l'origine de la civilisation est assez bluffant. Des ribosymes aux humains, des peptides au langage, on dirait que la complexité suit les mêmes étapes, que ce soit en chimie ou en sociologie.
Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle maintenant. On va relier cette histoire des origines avec notre modèle de la cellule complexe du début. Et là, attention, c'est peut-être l'idée la plus dingue de toutes. Pour expliquer comment nos sociétés sont devenues si complexes, on n'a peut-être pas besoin de théories compliquées. Ça pourrait découler directement des lois de la physique et de la chimie. Tout simplement. Des affinités, des systèmes qui se renforcent mutuellement, comme des molécules qui s'attirent. Regardez ces 4 mécanismes. Ils sont simples, mais ensemble, ils peuvent créer une complexité incroyable à partir de presque rien. L'affinité, des idées qui vont bien ensemble finissent par s'associer. Le matrissage, une bonne histoire, un bon rituel, ça sert de modèle et on le copie. La rétroaction, plus on utilise un mot ou un symbole, plus il devient important. Et enfin, la sélection. Les histoires, les lois, les structures les plus solides, elles restent. C'est comme ça qu'un langage culturel entier peut naître à partir d'interactions au départ un peu hasardeuses. Donc, si on devait retenir une seule chose, une idée centrale de tout ça, ce serait quoi? Ce serait celle-ci. Une civilisation, au fond, c'est un immense système chimique qui s'organise tout seul. Un système qui apprend, petit à petit, à créer de l'ordre et de l'information pour lutter contre le chaos ambiant. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui donne un peu le vertige. Si cette analogie tient la route, si nos sociétés sont vraiment des cellules géantes, alors comment on définit leurs maladies, leurs crises, leurs cancers? Et surtout, où est-ce qu'on cherche les remèdes?